Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on s'intéresse à une femme de caractère, rêvant d'un empire de Scandinavie unifiant la Suède, la Norvège et le Danemark en une seule et même unité politique, prompte à se désagréger devant l'incompétence de ses successeurs et à l'absence de volonté à s'opposer aux opposants. Vous voulez en savoir plus sur le Danemark? Venez avec moi. C'est en 1387 que se réalisent les rêves de Marguerite, femme au trait délicat, enfin devenue reine du puissant empire du Nord, qui aurait parié sur ses chances de monter sur le trône lorsque naquit la fille cadette du puissant souverain danois Vladimir IV. À sa mort en 1375, le roi avait pourtant déjà perdu ses deux fils. Les 35 années de son règne l'avaient vu consolider le pays de l'intérieur comme de l'extérieur, usant souvent pour cela de méthodes les plus brutales. L'auteur de la célèbre chronique de Zélande dépeint le monarque comme un homme hors du commun, qui était difficile d'amener, mais impossible de ne pas respecter. Le rejeton de sa fille aînée, Ingeborg, duchesse de Mecklembourg, pouvait certes faire figure de prince héritier, mais Marguerite sait user de son intuition poétique pour s'y opposer. Mariée au roi de Norvège, Haakon VI Magnusson, elle fait élire et couronner en 1376 son fils Olaf, alors âgé d'à peine 6 ans, comme successeur du roi Vladimir IV à la tête du Danemark. 4 ans plus tard, Marguerite perd son époux et Olaf II, son fils, se voit remettre la couronne héréditaire du royaume de Norvège. Lorsqu'il s'éteint à son tour à l'âge de 17 ans, Marguerite, qui n'avait cessé d'assurer la régence, devient officiellement reine du double royaume de Norvège-Danemark, dont le territoire s'étend du Groenland jusqu'aux portes de Hambourg, en passant par l'Islande et les îles Féroé. Marguerite Ier revêtit non sans fierté son titre de souveraine à vie et puissante gardienne des royaumes, et essaye par des négociations avec la noblesse de Suède d'intégrer le troisième bastion scandinave dans l'empire de la Baltique, dont elle avait formé le dessein. Les nobles suédois étaient mécontents de leur roi Albert III de la maison de Mecklembourg, qui n'avait aucun scrupule à élever un à un ses vassaux du nord de l'Allemagne aux principaux charges du royaume de Suède. Les historiens scandinaves se sont interrogés sur les moyens utilisés par cette femme de pouvoir pour imposer ses vues aux élites politiques nordiques. Car en 1397, Marguerite était bel et bien parvenue à ses fins. En l'espace d'une vingtaine d'années, elle était arrivée à affirmer un pouvoir monarchique fort dans les 3 royaumes, en dépit de son simple statut de régente et de la nécessité de se partager physiquement entre 3 espaces politiques plus ou moins centralisés. En outre, elle avait réussi à faire accepter son projet d'union personnelle des 3 couronnes nordiques autour d'un monarque commun et héréditaire, en particulier par la noblesse danoise et suédoise, pourtant traditionnellement acquise au principe électif de succession au trône. Ce double succès n'était pas simplement dû au caractère trempé de la régente, qu'une historiographie scandinave confine volontiers à l'autoritarisme et au despotisme. Il était également le fruit d'un savoir-faire et d'une habileté hors du commun, ainsi que d'une intelligence poétique doublée d'une grande finesse dans la gestion des relations de pouvoir, avec les instances politiques et administratives existantes, parmi lesquelles les puissants conseils des royaumes. Le roi de Suède fut plus que contrarié par les plans de la reine Marguerite, qu'il voulut humilier en la surnommant roi sans culotte. Il fallut finalement que le conflit se règle par les armes. La bataille de Falkoping en 1389 voit la défaite d'Albert III, qui fut fait prisonnier, et Marguerite Ier laisse languir 6 longues années au cachot pour lui avoir manqué de respect. Aussitôt après la défaite de leur suzerain, les nobles suédois prêtent hommage à Marguerite Ier, gouvernante toute puissante et régente légitime de la Suède. La reine de Danemark cherchait depuis des mois déjà un héritier installé sur le trône à la place de son défunt fils. Elle adopte finalement son petit-neveu Éric de Porémanie, alors âgé de 6 ans. Le conseil de la couronne de Norvège s'empresse de le déclarer héritier légitime du royaume, ce qui n'empêche pas la reine de continuer d'assurer la régence jusqu'à sa majorité. En 1396, Marguerite Ier présente aussi le prince Éric aux Danois et au conseil du royaume de Suède.
Un an plus tard, elle fait proclamer son petit-neveu, qui n'avait alors que 15 ans, roi de Suède sous le nom d'Éric XIII, en présence de 67 évêques, prélats et chevaliers de la ville de Kalmar. Ce couronnement marque le début de l'union des royaumes scandinaves, qui durera plus de 120 ans à quelques interruptions près. Mais la jeune union s'avère bien vite tout sauf unie. Il suffit de se pencher sur les textes. L'union de Kalmar reposait sur deux traits, la lettre du couronnement ou de l'hommage du 13 juillet 1397 et la lettre de l'union datée du 20. Le premier acte, l'acte royal rédigé sur parchemin, contenait une clause de sauvegarde de la noblesse suédoise stipulant que le roi Éric ferait chez eux tout ce qu'il aurait à faire. La seconde soulignait aussi l'opposition entre le pouvoir central et l'aristocratie du Conseil suédois. Les nobles de Suède y avaient fait écrire que chaque royaume serait gouverné selon ses propres lois, une phrase toute simple, mais qui contenait en germe 100 ans de querelle entre Danois et Suédois. La reine Marguerite Ier meurt en 1412 à l'âge de 59 ans, alors qu'elle se rendait dans le duché de Schleswig. Ce n'est qu'alors que le roi Éric, âgé de 30 ans, put enfin régner en maître sur les trois royaumes, sa mère adoptive n'ayant jamais cessé de tirer les ficelles en coulisses. Septième du nom au Danemark et en Norvège, Éric XIII de Porémanie n'allait guère tarder à prouver qu'il n'avait pas la finesse poétique de Marguerite Ier. Il privilégia systématiquement ses courtisans danois, ce qui irrite les Suédois au plus haut point. Le roi cherche en plus querelle à la puissante Hanse, en introduisant de nouveaux droits de douane, favorisant cette fois les navires anglais et néerlandais. Un conflit armé devient inévitable, et la paix de Vordig-Borg oblige l'union de Kalmar à restaurer les anciens privilèges des marchands hanséates. En politique intérieure, Éric XIII fut un monarque inflexible, avec une nette tendance au despotisme. En 1439, la patience des conseils du royaume de Danemark et de Suède fut à bout. Il se voit opposer une déclaration d'incompétence. Si l'union des trois royaumes reste intacte, son autorité, elle, ne l'était plus. Le roi déchu se retire sur l'île de Gotland où il se convertit à la flibusterie et vécut le restant de ses jours comme pirate. La Suède et le Danemark choisissent en 1440 le duc Christophe de Bavière, neveu d'Éric XIII et âgé de 24 ans comme nouveau souverain. La Norvège se rallie 2 ans plus tard à ce choix, mais du fait de sa force dépendante vis-à-vis de la noblesse des trois pays, Christophe III ne fut guère plus qu'un président de la noblesse de Scandinavie, c'est-à-dire un personnage aux fonctions davantage honorifiques que réelles. Pour reprendre l'expression de l'historien danois Erik Krenghardt, son habile politique du compromis lui permit pourtant de préserver l'unité des trois royaumes. Il meurt la 9e année de son règne sans laisser d'héritier mâle. Au terme de débats houleux, le choix de la diète se porte une fois de plus sur un Allemand, le comte Christian d'Oldenburg, qui à 23 ans devient ainsi le roi Christian Ier, inaugurant plus de 4 siècles de règne de la maison d'Oldenburg sur le Danemark. Le souverain reconduit l'union dano-norvégienne à tout jamais. 20 ans plus tard, ce fut au tour de l'union du Schleswig et du Holstein d'être intégré au royaume. Son souverain, le duc Adolphe VIII de Schauenburg, neveu du roi de Danemark, meurt en 1459 sans héritier direct. La chevalerie locale et le roi Christian Ier s'entendent dans le traité de Riepen pour que ce dernier fasse désormais office de duc de Schleswig et de comte de Holstein. En contrepartie, le souverain dut s'engager à ce que les deux entités géographiques restent à jamais indivisibles. Les relations furent nettement plus conflictuelles avec la Suède, dont une partie de la noblesse se met à aspirer à une monarchie nationale au cours du XVe siècle. La succession au trône de Suède entraîne régulièrement des conflits sanglants, ce qui aboutit à la nomination d'une série de régents suédois. La victoire de la Suède sur le Danemark à la bataille de Brockenberg en 1471 lui permet de gagner une relative autonomie par rapport à Copenhague. Le régent Sten Sturt l'Ancien mène durant les 30 années qui suivent une politique nationale assez largement indépendante de la couronne danoise.
Lorsqu'il meurt en 1481, Christian Ier laisse derrière lui un empire politiquement fragilisé et financièrement en ruine. Le train de la cour de son père avait été trop dispendieux, les guerres se chargent d'engloutir le reste. Les conflits armés des décennies qui suivent allaient sceller dans le sang la fin de l'union de Kalmar, quand Gustav Vasa chasse les Danois, 1521-1523. Comme on l'a vu, la reine Marguerite, dame toute puissante et seigneur légitime des royaumes de Danemark, de Suède et de Norvège, 1375-1412. La plus jeune fille du roi de Danemark, Vladimir IV, née en 1353. Son frère aîné Christophe devait en principe succéder à son père sur le trône. Rien ne prédisposait la princesse à occuper une position décisive sur l'échiquier politique du Nord. Son mariage avec le jeune Haakon VI de Norvège décide du contraire. Cette union répond à la nécessité d'établir entre les deux maisons royales une paix durable, indispensable au rétablissement de la stabilité politique dans une région encore récemment éprouvée par des guerres intestines. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.